l'invité de la matinale. KTO Radio. Focus ce matin sur le dialogue et la paix en République démocratique du Congo. Notre invité est le secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Monseigneur Donatien Chollet. Bonjour. Bonjour, Maxence. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Fin août, les évêques congolais ont remis une feuille de route au président Félix Tshisekedi pour promouvoir activement la paix en RDC. C'est un document travaillé conjointement avec les différentes confessions religieuses présentes dans le pays. Je voudrais, Monseigneur, revenir sur cette feuille de route et sur les propositions faites par les instances religieuses nationales. Il y a 4 grandes étapes. Tout d'abord, il s'agit d'instaurer un climat propice au dialogue. De quelle manière ça peut se faire ? D'abord, j'aimerais préciser que cette feuille de route qui a mis d'accord les principales confessions religieuses du pays a été travaillée aussi en collaboration avec une équipe de la présidence de la République, nous confiée par le président Tshisekedi. Alors, l'étape qui précède le dialogue des experts, le mois de la paix, c'est la période que nous réservons pour rapprocher les cahiers de charges des uns des autres, pour créer et changer l'atmosphère. Parce que l'heure est maintenant, malheureusement, à la crispation. Il faut décrisper la situation. Il faut travailler pour que les uns les autres puissent changer d'attitude, qu'on ait maintenant une atmosphère favorable au dialogue pour taire les tensions. Et comment faire, dans quel cadre, en tout cas, quel cadre offrir pour faire dialoguer tout le monde ? Il y a d'abord, la première étape, ça sera un travail en bilatéral. Donc l'équipe de la médiation va travailler en bilatéral avec les parties prenantes pour rendre le dialogue possible. Et pour l'étape qui suivra, qui sera le dialogue des experts, là, nous allons tenir compte, nous allons sélectionner les contributions qui se sont distinguées autour de thématiques proposées pour consolider la paix et le bien vivre ensemble. Mais alors, ce qui est le plus attendu pour la population, c'est le dialogue proprement dit qui sera fait à la lumière de conclusions du travail des experts. Et là, il faudra que ce soit sous un format où nous pensons au maximum une centaine de personnes pour qu'on puisse bien maîtriser la dynamique autour d'une table. Il y a 2 dimensions. Il y a un dialogue à la fois, vous le dites, entre experts et un dialogue également autour d'assises politiques. Il y a également une étape sur cette feuille de route, Monseigneur, qui consiste en une conférence internationale sur la paix dans la région des Grands Lacs, ainsi qu'une autre rencontre centrée sur le financement de la reconstruction de la République démocratique du Congo, c'est bien ça ? Oui, c'est bien ça. La conférence internationale n'interviendra qu'après que les Congolais se soient donné ce que nous appelons pacte social, c'est-à-dire un consensus national sur la gouvernance du pays à partir de ce moment projeté dans l'avenir. Donc, fort de ce consensus, et nous insistons que ça doit être un dialogue inclusif. Donc, si le consensus est issu d'un dialogue inclusif, alors on sera plus fort pour aller à l'international. À l'international, pour que nous parlions d'une seule voix, parce que pour le moment, le pays est divisé, il y a beaucoup de divergences et de points de vue, alors que tout le monde prétend vouloir la paix. Tout le monde prétend plutôt que la guerre cesse. Alors, fort de ce consensus, nous allons postuler une conférence internationale parce que le problème n'est pas seulement avec le Rwanda. Le Congo est entouré de 9 voisins. À ce qu'on a vécu dans le passé. Et alors, c'est à ce moment-là qu'on pourra évaluer la responsabilité des uns des autres, parce qu'il y a aussi
un impact de multinationales de la communauté internationale dans cette crise. Je crois qu'il serait de bonne loi que les uns les autres contribuent aussi à financer cette paix que nous voulons, non seulement à RDC, mais avec le pays voisin aussi. Et Monseigneur Chollet, quel rôle spécifique l'Église catholique peut avoir et doit avoir dans le processus de paix ? Bon, nous ne parlons pas en termes de devoir. Pour le moment, nous sommes donné cette mission de convaincre les parties prenantes de force vives du pays pour qu'ils se réunissent autour d'une table. Cela ne veut pas dire que nous sommes automatiquement des médiateurs. Il faudra que les parties prenantes nous acceptent en tant que tels. Et sinon, nous sommes prêts à rendre ce service à la nation. Mais ce qui s'inscrit dans l'ADN de notre mission évangéliste, c'est tout ce que nous pouvons faire. Et pour cela, nous n'avons pas besoin d'une autorisation pour éduquer le peuple de Dieu à la paix et pour aider les uns les autres à travailler pour le renforcement de la cohésion nationale. Et quand vous parlez des parties prenantes, de qui vous parlez ? Nous parlons des acteurs politiques qui sont au pouvoir, nous parlons des acteurs politiques qui sont dans l'opposition, nous parlons des autorités traditionnelles qui ont un rôle à jouer, surtout dans les conflits communautaires. Nous parlons des représentants des regroupements, principaux regroupements de la société civile dans sa diversité, femmes, jeunes, personnes vivant avec handicap. Je voulais que l'on précise. Monseigneur Chollet, il y a une dizaine de jours, le président congolais, en marge d'une conférence pour la paix, a dit qu'il n'y aura jamais de dialogue en dehors de sa propre initiative. Je ferme les guillemets. À quelles conditions ce dialogue pour la paix est-il possible pour l'Église catholique ? Et inversement, quelles conditions sont rédhibitoires pour vous ? Pour nous, ce qui est non négociable, si c'est nous qui devons accompagner la nation, c'est qu'on ne s'engagerait pas dans un dialogue qui n'est pas inclusif. Au moins, c'est la position de l'épiscopat jusqu'aujourd'hui. Alors, mais nous reconnaissons aussi la nécessité de faire ce travail dans le respect de l'ordre constitutionnel, parce que nous avons un chef de l'État en fonction, donc nous ne pouvons pas l'ignorer. Voilà pourquoi, bien que la feuille de route est là, nous ne voulons pas commencer quoi que ce soit de façon officielle sans qu'il lui puisse poser un acte d'État pour donner l'ego. Et c'est ça, je crois, qui lui fait dire que sans son initiative, rien ne se fera. Et nous lui faisons cette concession parce que c'est lui le garant de la nation. Mais cela ne veut pas dire qu'il va dicter à n'importe quelle forme de médiation ce qui devrait être fait. Les autres parties prenantes ne viendraient plus, alors on n'aura pas de dialogue. Il y a des enjeux politiques, il y a des enjeux sociaux et il y a des enjeux autour de la crise sécuritaire grave, notamment dans l'est du pays, dans la région du nord et du sud Kivu, en partie sous contrôle des rebelles de l'ACF et du M23, de l'ADF et du M23. En juillet dernier, le gouvernement du président Tshisekedi et les groupes rebelles ont signé une déclaration de principe ouvrant à la voie à une paix durable. Où en est, Monseigneur, la situation dans le nord et le sud Kivu notamment? Sur le terrain, la situation n'évolue pas tellement. Donc, ici et là, il y a encore des poches d'insécurité. Et nous sommes informés que du côté de la rébellion, on est en train de renforcer les capacités de ceux qui combattent en nombre et en formation. Tout ça, c'est pour quel objectif? On s'interroge. Du côté du gouvernement aussi, on apprend que on renforce aussi des positions militairement. Bon, nous souhaitons que ce soit pour protéger le pays et maintenant pour activer encore les velléités de la guerre. Donc, la déclaration de principe est signée, mais nous attendons. Il faut aussi des préalables pour ça.
mais nous avons dernièrement appris qu'il y a un protocole d'accord sur l'échange des prisonniers. C'est déjà un pas dans la bonne direction, mais on est encore loin de niveau que nous voulons atteindre, que ce soit un cessez-le-feu assez radical pour donner la chance au dialogue. Et fin juillet également, il y a eu un massacre perpétré à Komanda dans le sud Kivu par les forces démocratiques alliées ADF. C'est un groupe terroriste ayant fait allégeance à l'organisation de l'État islamique. Cela montre tragiquement la fragilité de la situation dans la région de Goma. Vous parlez du mois de juin, mais au mois de septembre, ici, il y a à peine quelques jours, les mêmes ADF ont tué une centaine de personnes dans le territoire de Rouberou. Donc la situation ne fait que s'empirer. Voilà pourquoi dans le dernier communiqué de la SENCO, nous en appelons à une mobilisation générale de la population, de gouvernants, de belligérants pour donner la chance au dialogue. Et ce qui inquiète aussi, c'est le caractère islamiste de ces agressions. Nous n'avons pas de problème de relation avec l'islam au pays. Nous collaborons d'ailleurs sur pas mal de sujets. Mais là, il y a un extrémisme islamiste qui doit attirer et interpeller toute la communauté internationale parce que le danger n'est pas seulement le Congo, on vit ces choses aujourd'hui, le danger c'est le monde entier. Un tel foyer est une menace pour l'humanité. Monseigneur Encholet, alors que la situation à certains égards peut sembler désespérée, qu'est-ce qui vous permet de continuer à espérer presque contre toute espérance, comme le dirait saint Paul ? Nous sommes des chrétiens, nous sommes des pasteurs, donc les hommes d'espérance. L'espérance ne déçoit pas et nous croyons qu'avec la grâce de Dieu, nous pourrons. Aujourd'hui même, nous sommes en train d'échanger. Il y a un atelier organisé par la commission Justice et Paix de la SENCO, un atelier scientifique justement pour approfondir davantage tous ces aspects, une façon de nous préparer aussi à un éventuel dialogue pour avoir beaucoup de chances possibles de réussite. Donc nous espérons, comme disait Obama, donc nous croyons, nous pouvons. Merci. Merci beaucoup, Monseigneur Donatien Cholet, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Bonne journée à vous. Merci beaucoup à KTO.